Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Le mois dernier, je vous parlais d'un cap à tenir. Une image pour illustrer la direction que l'on choisit de donner à nos existences. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous la seconde partie de la paire que ce cap contribue à créer. J'aimerais vous parler du temps. J'aborderai avec vous ce sujet qui m'a toujours fasciné et qui m'échappe toujours dans sa plus grande part. Toute ma conception de la réalité se compose dans le temps. C'est un étrange vertige que j'obtiens lorsque j'essaie de concevoir quoi que ce soit en dehors de ce cadre. Et pourtant, il arrive à mon esprit de me donner l'impression que je transgresse certaines de ces règles. L'allongement de ce temps lors d'un moment ennuyant par exemple. Ou à l'inverse, le temps qui s'écoule sans même que je sois capable de le saisir, car absorbé par une activité qui me plaît. Que l'on s'entende bien, c'est assez facile à expliquer, mais la sensation reste la même. Et pourtant, les secondes passent inlassablement, et sans jamais déroger aux lois que l'on utilise pour les observer. Je pourrais m'attarder sur les aspects du temps qui me fascinent durant des heures, ce qui est un comble en soi. Mais rentrons plutôt dans le vif du sujet. L'aspect du temps sur lequel je vais donc m'attarder aujourd'hui, c'est cet écoulement que l'on partage tous sur notre planète. Laissons de côté les questions de gravité qui pourraient modifier ces règles et ne gardons en tête que la dynamique, le mouvement continu, les tendances. En ayant plus ou moins conscience, les différents aspects de nos existences sont tout autant de ces tendances que l'on essaie de joindre les unes aux autres pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Par exemple, les comportements que l'on peut avoir en société et qui incarnent l'équilibre entre l'affirmation personnelle et la soumission à certains codes sociaux. Codes parfois discutables, mais c'est un autre sujet. Ces comportements peuvent être tout à fait conscients, comme les choix d'une tenue pour nous mettre en valeur et nous définir, ou ils peuvent être inconscients, comme lorsqu'on s'énerve lors d'un désaccord, dans une discussion par exemple. Peut-être que mes exemples ne vous parlent pas, et ça illustrerait encore mieux mon propos. Car si ces exemples ne vous parlent pas, c'est probablement parce que votre conscience vous porte ailleurs, et que votre zone d'éléments inconscients se déplace en parallèle. Vous pouvez imaginer une grande lampe comme étant le projecteur de votre conscience. Ce qui pourrait également vous évoquer l'œil de Sauron, l'image sera peut-être plus claire pour ceux qui ont la référence. Cette lampe, nous la braquons sur certains aspects de nos vies. Nous portons à l'attention de notre conscience ces éléments. Et de fait, les éléments qui y échappent se logent dans l'inconscient. Ils s'y enracinent et deviennent instinctifs si nous n'y portons jamais cette lumière. Pour s'enfoncer un peu plus loin dans l'analogie, soulignons que plus une lumière est forte, plus les ombres s'épaississent. En d'autres termes, plus vous vous concentrez sur la partie dont vous avez conscience, plus votre partie instinctive vous échappe. A l'inverse, plus vous vous posez de questions, plus l'angle de rayonnement de la lampe augmente. La lumière devient donc davantage diffuse, diminuant ainsi la force des ombres. Par ces questionnements, la partie curieuse que l'on possède tous s'exprime un peu davantage, et ces zones d'ombre deviennent des zones d'exploration à la recherche d'un progrès personnel. Des zones avec le potentiel de mieux apprendre à se connaître et à se comprendre. Certains préféreront fuir ces doutes et ne se concentreront que sur les éléments qu'ils pensent maîtriser. Ils avanceront rapidement à la lumière d'une lampe torche en laissant de côté tous les doutes tapis dans l'ombre. D'autres, paralysés par l'immensité qu'ils devinent aux abords de leurs propres frontières, seront noyés dans le doute et l'incertitude. Leur conscience développée d'eux-mêmes, du monde et parfois des deux, pourra en certaines occasions les empêcher d'avancer. Vous connaissez tous des individus qui répondent à ces descriptions. Peut-être que vous vous sentez concerné vous-même. Après tout, il est difficile d'échapper à l'une ou à l'autre. Nous tendons tous culturellement vers elles, nous nous positionnons tous quelque part sur le spectre qui les sépare lors de notre construction. Et ça n'a rien d'un problème dans l'absolu. Non. Le problème naît lorsque la balance d'un côté vers l'autre se bloque. Tous ces éléments sont en nous et tentent de travailler de concert pour nous mener à bon port. Alors ayez conscience du travail de chacun de vos matelots, mais apprenez à faire les choix difficiles qui reviennent au capitaine. Le temps et la vie s'écoulent, quoi que vous fassiez. Être rongé par le doute, être envoyé dans le mur par des instincts, ce sont des éléments que l'on peut éviter. Mieux, ce sont des éléments qui se pondèrent mutuellement. Nous sommes tous plus enclins à utiliser l'un des deux côtés du spectre, mais se spécialiser trop vite, c'est s'enfermer dans ce qui pourrait devenir un problème. Voilà un point de la pensée de Bergson avec lequel je ne peux qu'être d'accord. La vie est un mouvement perpétuel, elle est la mesure, par les battements de votre cœur, du temps qui s'écoule. Dit autrement, nous sommes toutes et tous l'incarnation du temps,
au travers des tendances dans lesquelles on s'inscrit. Et les actions que l'on entreprend ou que l'on observe ne sont que des éclats plus remarquables au sein de ces tendances. En soulignant ça, comprenez qu'il est inutile de vous critiquer si vous n'en tirez aucun apprentissage. Comprenez qu'il est tout aussi inutile de critiquer l'autre sans d'abord chercher à comprendre la tendance dans laquelle il s'inscrit. Quelqu'un qui se met en colère ne le fait pas seulement à cause du déclencheur, c'est une construction bien plus complexe, à l'image de nos esprits. Essayer de l'entendre et de relativiser, c'est commencer à réellement résoudre le problème. Je ne dis évidemment pas qu'il faut tout excuser ou que tout est justifiable, loin de là. Non, ce que je dis, c'est que chaque action a du sens pour celui qui la réalise, ou à minima, pour son instinct. Si cette même action a des retombées négatives perçues, par qui que ce soit, alors c'est en comprenant la construction de cette dernière que l'on pourra minimiser l'apparition des retombées, voire même minimiser l'apparition de l'action, comme dans certains soins d'addiction par exemple. Et pour construire des solutions, le regard de l'autre, comme j'avais pu l'aborder avec vous, est essentiel. Il vous permet de définir la source pour construire ensemble des solutions. L'existence est à la fois rivière et fleuve, des tendances, des forces qui se rassemblent au sein d'une seule identité pour atteindre des objectifs. Des rivières qui se rejoignent au sein d'un fleuve pour atteindre l'océan. Juger un point précis de ces cours d'eau, c'est passer à côté de ce qui les compose. Ne voir que la goutte qui cache l'océan. Merci pour votre temps.